Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de l'acide lysergique. Premièrement, pendant toute la durée de la vidéo, j'emploierai des termes comme acide au lieu du nom à 3 lettres classique de la molécule dans le but d'être moins détectable par le bot YouTube et donc de réduire mes chances d'être censuré. Je vous invite s'il vous plaît à en faire de même dans les commentaires. Car oui, une vidéo tout savoir sur l'acide était déjà sortie, ça a été la toute première vidéo de la chaîne. Malheureusement, elle a été supprimée par YouTube. D'ailleurs, voici le règlement de YouTube à propos des psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune des règles. Je me dois de le rappeler, je n'encourage personne à consommer quoi que ce soit. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but d'information et de divertissement. Le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de réduction des risques et a pour objectif d'informer les curieux, rien de plus. Ça me semble important de refaire une vidéo plus travaillée sur cette molécule parce que c'est une substance particulière et complexe aux effets variés qui peut être facilement dangereuse si mal utilisée. Commençons par un bref point historique. L'acide a été découvert par accident en Suisse en 1938 par le docteur Albert Hofmann alors qu'il travaillait dans la firme pharmaceutique Sandoz et tentait de concevoir un médicament. Il travaillait sur l'ergot de seigle, un champignon parasite des céréales, et il cherchait à en extraire un stimulant circulatoire du système respiratoire. Il a créé plus de 25 dérivés de l'acide lysergique pour arriver à son but. Des tests étaient faits sur les animaux mais n'aboutissaient pas vraiment à quoi que ce soit de concluant jusqu'à un jour bien particulier. Le 19 avril 1943, le docteur Hofmann raconte avoir absorbé une petite dose de la 25e variante de la substance pendant qu'il travaillait dessus. Commençant à sentir des effets étranges, il est rentré chez lui à vélo, mais a été rapidement pris de visions kaléidoscopiques colorées et se retrouve dans un état qu'il qualifiera alors d'onirique. Il venait de faire le premier trip au L de l'histoire, complètement par accident. Il relatera alors son expérience et la molécule va rapidement gagner en popularité. On ne s'attardera pas dessus, mais dans les années 1950 à 1970, la CIA mènera des expériences au cours du projet MK-Ultra dans lesquelles ils tenteront d'utiliser l'acide comme arme de manipulation mentale. La plupart des expériences étaient réalisées sans l'accord des personnes à qui on administrait la substance, ce qui mena à plusieurs accidents et au moins un mort. Beaucoup de ces sujets de test travaillaient déjà pour la CIA, mais des tests seront aussi menés sur des prostituées et des personnes atteintes de maladies mentales. En 1959, le psychologue Timothy Leary étudiera à Harvard les effets de la molécule et son potentiel en tant qu'outil pour changer la perception, la conscience et le comportement d'un individu si l'expérience est dirigée par un professionnel de santé. Aussi, la molécule jouera un rôle prépondérant dans beaucoup de mouvements artistiques et contre-culturaux, notamment le mouvement hippie dans les années 60 à 70. La substance est alors présentée comme miraculeuse et sans danger, et de grandes personnalités de l'époque encouragent sa consommation comme médicament pour traiter la dépression, l'alcoolisme et les troubles de la personnalité. Les accidents se multiplieront, et en 1971, elle sera placée dans le tableau 1 qui liste les substances ayant un potentiel d'abus, présentant un risque grave pour la santé publique et ayant une faible valeur thérapeutique. La substance devient alors complètement illégale, mais naturellement le marché noir s'en emparera très vite pour se charger de sa production et de sa vente à but récréatif. L'acide est un hallucinogène psychédélique très puissant de la famille des lysergamides. On appelle l'expérience vécue sous l'effet de cette substance un trip ou un voyage en français. Bon à savoir, la molécule est très instable et doit être conservée à l'abri de la lumière, de l'humidité, du contact de l'air et des températures élevées. Si vous laissez un carton sans protection, il va perdre en puissance. La molécule se dose au microgramme, c'est-à-dire au millionième de gramme. Je ne donnerai pas les niveaux de dosage conseillés moyens, c'est propre à chacun et ils sont facilement trouvables en ligne si vous en avez besoin. Les effets de la molécule, sur lesquels on reviendra en détail plus tard dans la vidéo, commencent à se manifester véritablement autour de 20 microgrammes et durent 5 à 12 heures, voire plus. Certaines personnes prétendent néanmoins sentir des effets à des doses encore plus basses. Les effets arrivent 30 minutes à 1 heure après ingestion, mais ça prend des fois plus de temps, donc attention à ne pas redoser trop vite. Le temps avant la montée des effets peut être influencé par la quantité de nourriture dans votre estomac au moment de la prise, mais la puissance des effets ne sera en aucun cas altérée. D'un autre côté, cette molécule génère une tolérance immédiate très forte très rapidement, et si on la consomme 2 jours de suite, elle sera ressentie bien moins intensément la deuxième fois.
Les retours d'expérience laissent à penser que la tolérance met à peu près 1h30 à s'installer. Donc prendre une nouvelle dose plus de 1h30 après la première pendant un même trip ne fera probablement que rallonger la durée du voyage et n'augmentera que très peu son intensité. Vous imaginez maintenant la difficulté qu'il peut y avoir à trouver la dose confortable avec cette molécule. En se basant encore sur des rapports d'expérience par les utilisateurs, il semblerait que la tolérance diminue de moitié en 5 jours et disparaisse complètement au bout de 2 semaines. Même si je recommanderais vivement d'attendre plus longtemps entre chaque trip, mais on y reviendra. Cette tolérance est croisée entre quasiment tous les psychédéliques, donc elle s'applique aussi aux champignons hallucinogènes par exemple. En consommant peu après un trip au L, vous aurez une tolérance aux effets des champis. Dans l'autre sens, si vous avez pris des champis il y a peu et voulez prendre de l'acide, vous y aurez une tolérance également. De nos jours, l'écrasante majorité du temps, l'acide est vendu sous la forme de buvards, c'est-à-dire des petits cartons carrés colorés avec un dessin dessus qui sont imprégnés de la substance. On le retrouve aussi vendu sous sa forme liquide. On consomme alors une goutte du produit qu'on mettra dans une bouteille contenant de l'eau, un jus de fruits ou un soda. C'est généralement plus puissant que les buvards. Dans les deux cas, la consommation se fera par voie orale, c'est-à-dire en mangeant le carton ou en buvant la goutte. Évidemment, il est impossible de connaître la dose juste en regardant le carton ou la goutte, et impossible même de savoir s'il s'agit bien d'acide ou bien de complètement autre chose. On en vient au premier point important de la vidéo. Peu importe sous quelle forme vous l'avez, il arrive que les dealers remplacent de l'acide par un autre produit. Vous pourriez vous retrouver sans le savoir avec une molécule aux effets comparables, comme le 25X N-Baume ou un DOX, qui sont bien plus dangereuses et qui pourraient facilement vous mener à plusieurs jours d'hallucinations non désirées, voire la mort. Il est donc essentiel de tester son produit à l'aide des tests colorimétriques pour vérifier si la substance est bien celle recherchée. Pour l'acide, le test L-Rich, achetable facilement et légalement en ligne, permet de vérifier qu'on est bien face à un lysergamide et réduit les risques de mauvaises surprises. Mais même une fois qu'on sait qu'on a bien affaire à un lysergamide, impossible de connaître le dosage. Ça tourne généralement autour de 100 microgrammes, mais on en a trouvé sans rien dessus, comme on en a trouvé dosé à 400 microgrammes, ce qui est une dose complètement délirante et extrêmement dangereuse si on ne s'y attend pas. Vient maintenant le deuxième conseil important de la vidéo. Il est essentiel de fractionner les doses. On commence par un quart, on attend de voir la puissance du produit, et on voit 45 minutes plus tard si on désire redoser. Consommer en 2 fois et attendre un peu plus longtemps l'arrivée des effets sera toujours moins dangereux que prendre le risque de vivre une expérience inattendue d'une puissance déroutante, pouvant créer des traumatismes et des séquelles psychologiques. Effectivement, les effets de cette substance peuvent être très puissants, et il est important d'être renseigné dessus au maximum pour réduire les risques autour d'elle. Enfin, la partie qu'on attendait tous. On va parler des effets ressentis lors de la consommation d'acide lysergique. Attention, c'est une molécule avec de multiples effets très complexes et difficiles à imaginer comme à comprendre, donc ça va être assez dense. Il y a beaucoup d'effets différents possibles et ils n'apparaissent généralement pas tous en même temps, ce qui rend chaque expérience unique à sa façon. Évidemment, la puissance des effets dépendra de la dose ingérée, mais aussi du métabolisme du consommateur et surtout de ce qu'on appelle le set and setting. Le set and setting, c'est l'état mental et la situation physique de la personne. Pour être plus précis, le set, c'est la mentalité, la raison de consommer et les attentes du consommateur. Le setting, c'est le lieu de l'expérience et les personnes qui l'accompagnent. Il est très important de soigner au maximum son set and setting avant une expérience, puisqu'il influera énormément les effets ressentis et peut être la source d'une expérience enrichissante comme d'une catastrophe psychologique. Un environnement sain et contrôlé dans lequel on se sent parfaitement à l'aise et accompagné par des personnes qu'on apprécie réduira les risques d'une expérience déplaisante. Selon Psychoactif, les effets subjectifs de la molécule peuvent être décomposés en 4 catégories: physique, cognitif, visuel et transpersonnel. Les effets physiques seront principalement sous la forme d'une stimulation assez forte. On a beaucoup d'énergie, on a envie de bouger, on n'a généralement pas faim et il est quasiment impossible de dormir. La stimulation est beaucoup plus marquée avec l'acide que chez les autres psychédéliques. La sensation du toucher peut augmenter en sensibilité et le simple frottement des vêtements sur la peau peut alors être ressenti d'une façon très intense. Souvent, une multitude de sensations étranges sont ressenties dans le corps, comme de l'énergie circulant entre les membres. C'est ce qu'on appelle le body load. Lors de la montée, les pupilles se dilatent. Pour certaines personnes, il peut devenir difficile d'uriner. En ce qui concerne les effets cognitifs, il y a généralement une grande augmentation de la vitesse et de la diversité du flot de pensée, accompagnée d'une euphorie très forte. Les pensées sont variées et inattendues, elles filent à toute vitesse dans la tête à un rythme tel qu'on passe son temps à oublier à quoi on pensait, le tout en rigolant sans raison. La voix et les pensées dans la tête du consommateur sont alors ressenties plus qu'entendues, et ils ne seront plus constitués de mots dans un ordre précis, mais plus de concepts et de sensations, plongeant souvent la personne dans une introspection très profonde. La musique subit le même traitement et peut paraître très différente de d'habitude, plus claire,
plus compréhensible et plus appréciable. On a souvent cette sensation d'entendre chaque instrument séparément, comme plusieurs couches constituant la mélodie. Quand on monte un peu le dosage, le consommateur peut se mettre à confondre son imagination avec la réalité et croire avec certitude des choses complètement infondées ou dénuées de sens. Il peut y avoir de très fortes sensations de déjà-vu ou alors l'impression d'être coincé dans une boucle et de vivre la même scène de façon répétée, ce qui peut être terrifiant si on n'y est pas préparé. Le temps semble généralement se déformer intensément, ralentissant presque jusqu'à l'arrêt ou au contraire filant à toute vitesse. Il est alors difficile d'estimer la durée d'un événement, comme de savoir si une discussion a duré 3 phrases ou 3 minutes. Le sens de soi et de qui on est se retrouve complètement chamboulé. Il n'est pas toujours évident de se rappeler de son prénom ou de son travail, par exemple. À haut dosage, on peut aller jusqu'à la mort de l'ego, la dissolution totale du sens de soi. Le sujet est passionnant et très complexe, donc je ferai une vidéo entière dessus. Venons-en maintenant aux effets visuels. Déjà, mettons une chose au clair. L'acide a beau être un hallucinogène, le principal de ses effets sont mentaux et non visuels. Il n'est pas obligatoire d'avoir des hallucinations. Certains trips peuvent être très intenses, mais pas du tout visuels. Cependant, quand les visuels arrivent, la quantité de types d'hallucinations différentes qu'on peut avoir est immense, donc je ne citerai que les plus fréquentes. Pour plus de détails, allez sur le wiki de Psychoactif ou sur psychonautes.fr, qui est le partenaire officiel de la chaîne. La plupart du temps, toutes les couleurs commencent à devenir extrêmement saturées et deviennent comme plus profondes. C'est généralement le premier effet visuel à se manifester au début d'un trip. Il est alors possible d'avoir la sensation d'une amélioration de l'acuité visuelle, de voir en meilleure qualité et avec plus de précision que d'habitude. De légères distorsions peuvent apparaître dans la vision périphérique, puis augmenteront en intensité jusqu'à recouvrir tout le champ de vue. Les distances peuvent devenir difficiles à estimer. Croyez-moi d'expérience, un simple escalier peut être très compliqué à descendre quand on n'a aucune idée de la hauteur des marches. Ensuite vient le drifting, où les textures se mettent à lentement glisser sur les surfaces comme si elles étaient sur un tapis roulant. Il y a parfois des traceurs où les objets en mouvement laissent derrière eux une traînée qui suit leur mouvement. Les textures peuvent sembler se répéter côte à côte comme dans un vieux jeu vidéo. Personnellement, c'est un effet que j'ai majoritairement sur les surfaces avec une texture très chargée, comme le gazon par exemple. Souvent, l'apparence des objets commence à se transformer et à augmenter en complexité jusqu'à finir en motif fractal ou en kaléidoscope. Et tout ce que je viens de vous décrire, ce ne sont que les hallucinations les yeux ouverts. Les fermés fait généralement voir des motifs très colorés et lumineux en perpétuelle évolution où on plonge toujours plus profond dans un kaléidoscope ou une fractale. Il est aussi possible de croire rencontrer des aliens ou des divinités, de voyager à travers l'espace et les dimensions. Il n'y a là quasiment plus aucune limite aux possibilités. Passons pour finir cette section aux effets transpersonnels. Ils peuvent être décrits comme des effets qui modifient l'état d'esprit d'une personne par rapport à sa place dans l'univers, à sa compréhension de la réalité ou de sa conscience et aux raisons de son existence. Quand on est sous acide, chaque choix ou événement a un aspect spirituel, comme si l'univers entier nous avait guidés jusqu'à cet instant précis d'une importance capitale. La moindre décision, si simple soit-elle, peut être très difficile à prendre. On en surestime les conséquences et les implications. Cette sensation peut amener beaucoup de gens à remettre en question leurs croyances religieuses ou à se rapprocher de leur spiritualité. Pour le moment, je ne vous ai présenté que les principaux types d'effets, les plus communs, mais il est très rare qu'ils apparaissent tous simultanément. Le plus probable est un mélange de plusieurs de ces effets classiques possibles, tout en dépendant bien sûr de la dose ingérée et du set and setting. Une dernière chose, et ça arrive particulièrement à haut dosage, mais ça peut se passer n'importe quand même à des dosages plus bas, il y a une possibilité de synesthésie. Ce qu'on appelle la synesthésie, c'est le mélange de plusieurs sens. Les effets des différentes catégories se mélangent et se superposent. Il devient alors possible de voir le son, entendre les couleurs, sentir des goûts avec votre peau, etc. Mais encore une fois, ça se manifeste généralement à des dosages plutôt élevés. Enfin, et croyez-moi, vous serez content d'y être, autour des 12 heures après la prise arrive la descente, où l'intensité du trip oscillera avant de se calmer pour de vrai. Ça n'est pas une descente linéaire, on peut se sentir sobre 5 minutes, puis se prendre un pic de puissance, mais les pics s'espacent et finissent par s'estomper. On peut voir ça comme des vagues d'intensité des effets. Avec la redescente arrive une très grande fatigue physique et mentale, et le retour à la réalité n'est pas évident pour tout le monde. Prévoyez une journée calme le lendemain du trip, parce que vous serez encore fatigué. Pensez à boire de l'eau et à manger pour reprendre de l'énergie. On dirait bien que l'acide, comme les champignons hallucinogènes, ne peut réalistiquement pas causer de mort par overdose. La molécule est globalement peu dangereuse pour votre santé physique, mais les risques sont autre part et ils ne sont pas négligeables. Effectivement, un surdosage ou un mauvais set and setting peuvent transformer l'euphorie en terreur et amener au bad trip. Toute la positivité et le bonheur s'inversent alors et vous devrez traverser un enfer dont la seule sortie est l'attente qui, croyez-moi, est interminable. Ça se déclenche souvent pendant des montées trop intenses, mais il peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment du trip. Les bads peuvent arriver à n'importe qui, même aux habitués, donc ne vous surestimez pas.
Quand ça arrive, on constate généralement un délicat mélange d'anxiété, de paranoïa, de stupeur pure et parfois même de vomissement. Lors d'un bad trip, les hallucinogènes ont cette fâcheuse tendance à faire remonter devant vos yeux vos traumas oubliés et vos peurs et phobies les plus profondes. Des révélations effroyables et des hallucinations atroces qui vous hanteront par la suite, même une fois le trip terminé. Un bad trip trop violent peut laisser des séquelles psychologiques graves. Même une fois le trip terminé, l'impact psychologique de l'épreuve traversée peut laisser des angoisses incontrôlables, des phobies, un état confusionnel et des bouffées délirantes qui peuvent être irréversibles. Vous avez peut-être déjà entendu des histoires de gens qui seraient restés perchés à l'acide et chez qui les effets ne partent jamais. Cependant, comme je l'ai dit, la molécule se dégrade très vite et ne reste pas longtemps dans le corps. Donc cette prolongation des effets est très certainement due à un choc traumatique puisque la substance ne peut pas rester dans le corps bien longtemps. Même si c'est extrêmement rare, ça a pu arriver à certaines personnes. L'écrasante majorité du temps, ces gens avaient des troubles psychologiques existants sans s'en rendre compte et le trip les a exacerbés pour les rendre invivables. Si vous souffrez du moindre trouble mental, l'acide pourrait les augmenter terriblement et vous rendre la vie très difficile. Il y a un tas de choses apparemment anodines qui peuvent devenir insupportables. Un autre point important, c'est le risque de flashback, bien connu de l'acide. Le phénomène semblerait toucher une petite partie des consommateurs et est encore très mal expliqué et mal compris. Pour faire simple, il est possible que les effets de l'acide reviennent d'un coup sans prévenir, quelques semaines, voire quelques mois après la prise. Vous imaginez les risques, du simple bad à l'accident de voiture, si on est sous l'effet sans s'y attendre, ça peut très vite devenir dramatique. Le flashback est apparemment souvent déclenché par un choc émotionnel ou à la consommation d'un autre produit des semaines plus tard, mais encore une fois, on manque d'études sérieuses. Pour en finir avec les risques, le HPPD ou syndrome post-hallucinatoire persistant en français est un effet secondaire notable. Parfois, pendant quelques jours après la prise, vous pourrez observer de très légères déformations, des mouvements et des motifs très légers dans votre vision. C'est peu commun et pas du tout dérangeant pour la plupart des gens qui en subissent des cas très faibles, mais pour certains, et surtout quand on a forcé le dosage, ça peut rester très puissant très longtemps et rendre le retour à la vie normale quasiment impossible. C'est extrêmement rare, mais ça mérite d'être mentionné. Maintenant qu'on a une idée des risques, si quelqu'un venait à franchir le pas malgré les dangers et les avertissements, voici les principaux conseils de réduction des risques à connaître et appliquer. Avant toute chose, le plus important, vérifiez à l'aide d'un test chimique colorimétrique que vous avez bien la substance désirée et pas une autre sans le savoir. Ces fameux tests sont légaux, peu chers et trouvables en ligne. Je vous invite fortement à plus vous renseigner. Aussi, avalez toujours le carton et ne le laissez pas sur votre langue. Certes, l'acide passe par les muqueuses de la bouche, mais les N-baumes aussi. Si vous avalez le carton directement, vous diminuez vos chances de laisser une molécule inconnue rentrer dans votre système. En effet, certains N-baumes ne passent pas par l'estomac, donc vous réduisez les chances de consommer le mauvais produit. Évidemment, et comme pour toute substance, le moins risqué est de ne pas consommer du tout. Cependant, si quelqu'un venait à le faire quand même, il serait judicieux d'espacer les prises au maximum. Déjà, il faudrait apparemment en moyenne 2 semaines après une prise de psychédélique pour redescendre la tolérance à 0. Mais personnellement, je vous recommanderais au moins quelques mois. Ce sont des voyages intenses à prendre au sérieux, et le faire trop souvent ou trop intensément peut avoir une multitude d'effets néfastes sur votre santé mentale et donner naissance à des troubles psy qui vous suivront toute votre vie, même chez une personne à la santé mentale saine de base. Il faut être bien dans sa tête et ne souffrir d'aucun trouble psychologique puisqu'il pourrait être aggravé par la substance et devenir invivable. Pour augmenter les chances d'une expérience agréable, on y revient, le principal va être de soigner la dose et le set and setting. Bien préparer ces éléments vous permettra de vous sentir plus en sécurité. Fractionnez toujours vos doses pour commencer bas. Évitez de triper avec des inconnus, en teuf ou dans des lieux que vous ne connaissez pas par exemple. Aussi, je recommande de prévoir un lieu et une musique de repli calme au cas où ça dérape et que vous en auriez besoin. Car oui, la musique va jouer un rôle capital sur vos ressentis et peut aider à se sentir mieux. De plus, si vous êtes dans un lieu connu où vous vous sentez en sécurité, ce sera beaucoup plus simple de reprendre vos esprits. Dans le cas où l'expérience se passe mal, et si la personne ne peut pas reprendre le contrôle du trip, il est possible en dernier recours de prendre ce qu'on appelle un trip killer. Souvent, ce sera du Xanax, une autre benzo ou un anxiolytique. Ce médicament aura pour effet de diminuer l'intensité du trip et de soulager l'angoisse liée au bad. Attention tout de même, utiliser un produit pour calmer les effets d'un autre n'est pas anodin et vous ne devez pas prendre l'habitude de le faire. Il s'agit de polyconsommation et les dangers seront donc naturellement plus importants. En parlant de polyconsommation, attention à tous les mélanges. Une molécule comme la MD, le THC, le protoxyde d'azote ou tout autre combiné à de l'acide va largement intensifier le trip et les risques qui y sont liés. D'une autre façon, les médicaments comme les neuroleptiques, les benzodiazépines et les antidépresseurs vont réduire voire bloquer les effets de l'acide. Je déconseille vivement tout mélange, c'est toujours imprévisible et très dangereux.
Finalement, je recommanderais toujours d'avoir un trip-sitter sobre et de confiance pour vous rassurer si les choses tournent mal. Choisissez bien cette personne puisqu'elle doit vous aider dans un moment où vous serez vulnérable. Il est préférable que le trip-sitter ait de l'expérience avec les psychédéliques ou au moins qu'il soit bien renseigné dessus. Je le répète, l'acide est une molécule illégale qui peut être très dangereuse. Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé et de respecter la loi. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Cette vidéo est réalisée dans le but de divertissement et d'information dans le cadre de la réduction des risques. Je ne vous incite en rien à consommer quoi que ce soit. Si vous voulez discuter avec la communauté des psychonautes ou poser vos questions sur le L ou toute autre substance, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand serveur Discord RDR francophone. Attention, il n'est accessible qu'aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Pour finir, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir l'émission et les projets à venir, il est possible d'effectuer des dons du montant de votre choix sur Utip ou sur Tipeee, et il y a sur Utip mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires, de vêtements et même des feuilles slim. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez des suggestions, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Trip safe!